mentalo. Eh ben oui, je dis pas les magicos aujourd'hui parce que je vais vous parler de mentaliste. Mais oui, je parle bien de mentaliste et pas de magie mentale. Pour moi, c'est pas la même chose, même si beaucoup vous le diront le contraire. La magie mentale, pour moi, c'est un magicien qui va faire du mentaliste. Et un mentaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des techniques de psychologie, d'hypnose ou de statistique pour arriver à un vrai résultat de mentaliste. Et ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est du mentalisme. C'est des techniques de psychologie que j'utilise au quotidien, que ce soit au restaurant ou en gala. Et vous allez voir, j'ai un résultat à 98-99% de taux de réussite. Et c'est déjà plutôt pas mal. Parce que c'est vrai qu'il y a des magiciens qui ont dit ouais, mais ça marche pas à 100% ton truc. Mais en même temps, quand vous faites de la magie et que vous vous considérez comme un vrai mentaliste, il faut savoir prendre des risques. Et vous allez voir mon approche. Quand je fais un tour de mentaliste, je dis attention, on va faire une expérience de mentaliste. Et quand on fait une expérience, on le sait, il y a toujours un échec derrière. Si ça fonctionne, bah c'est génial. Et je peux vous dire que vous avez un taux de... Mais voilà, vous le sentez, vous avez vraiment une émotion énorme auprès de vos spectateurs. Si ça rate, bah comme vous avez pu faire de la magie avant, ou peut-être de l'hypnose, bah ils ne vont pas retenir l'échec. Ils vont retenir que vous avez testé avec eux, vous avez passé un bon moment. Et si vous ratez, bah c'est pas si grave que ça au final. Alors, retenez bien, je vous apprends aujourd'hui les techniques que j'utilise vraiment au quotidien. Ce sont des techniques que j'ai performées avec le nombre d'années. Voilà, ce que je vous apprends aujourd'hui, je le fais quotidiennement. Tous les jours, je fais un gala, je vais le faire tous les jours. Plus je vais le faire tous les jours, et mieux je vais réussir, j'aurai à chaque fois une réussite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à 98-99% de réussite. Parce que voilà, le premier mot, c'est travailler, travailler, travailler. Et encore travailler. Ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de secret. Si vous ne travaillez pas ce que je vous apprendrai, si vous voulez le tester, voilà, la seule façon de pouvoir réussir, c'est de le travailler quotidiennement. Commencez-le à le faire avec votre famille, avec vos amis. Voilà, vous testez tous les jours, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous aurez un taux d'analyse qui sera de plus en plus important. Et votre taux de réussite, il va augmenter au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de secret dans ce que je vous apprends. C'est, voilà, travailler ce que je vais vous montrer. Je vous donne des petites techniques. Mais voilà, c'est pas les techniques essentielles. C'est voilà, c'est en gros, je vous englobe un petit paquet. Par contre, tout ce qui va y avoir à l'intérieur, ça va être le travail que vous allez faire derrière pour pouvoir la réussir. Peut-être que même vous derrière, vous allez mettre des petits éléments supplémentaires pour avoir un taux de réussite encore différent et avoir un meilleur taux de réussite. Alors, je vous apprends. Voilà, moi essentiellement, il y a 2 tours que je fais où j'utilise vraiment pas de trucs. Mais quand je dis vraiment pas de trucs, je n'utilise pas des trucs de magicien. J'utilise vraiment des trucs de mentaliste. Même s'il y en a beaucoup qui vous diront le contraire. Le taux de réussite, c'est pas le même. Vous allez vraiment travailler dans l'émotion des gens. Vous avez fait de la magie avec eux, vous avez commencé à pouvoir les analyser. Il y a un partage qui s'est créé avec eux. Et là, voilà, je vais pouvoir vraiment faire ce tour-là. Donc, je vais vous apprendre comment je fais, par exemple, pour deviner un objet dans la main. Vous demandez à quelqu'un de prendre un objet dans la main, par exemple comme un dé, de mettre les mains dans le dos. Et quand il met les mains comme ça, vous êtes capable de deviner dans quelle main il l'a mise. Donc c'est vrai qu'on peut le faire ça avec un dé, on peut le faire ça avec une petite bille, une pièce. Et bien si vous n'avez rien, vous êtes même capable de le faire de manière impromptue. Par exemple, vous êtes à un mariage et vous avez une petite nappe voilà, vous avez la nappe, ou même au restaurant, vous prenez un petit morceau de serviette ou de nappe et vous faites une petite boulette de papier. Et bien vous êtes capable de le faire. Donc vous prenez une petite boulette, vous en faites, voilà, et vous le donnez à votre spectateur. Alors, comme je vous le dis, c'est toujours un tour que je vais faire à la fin. Ce n'est pas un tour que je ferai au début. Et voilà, j'ai vraiment analysé la table, j'ai analysé mes différents spectateurs et je sais avec qui je vais pouvoir faire ce tour-là. Je sais avec qui, voilà, où la personne aura vraiment, si vous voulez, une sensibilité au niveau de ses expressions. Ou peut-être que j'ai pu avoir avec elle qu'il y a une sensibilité au niveau de l'hypnose. Je vais me servir de ces éléments-là pour avoir un taux de réussite encore plus intéressant. Donc au préalable, j'ai pu tester la personne avec elle en magie. J'ai pu aussi regarder quand j'arrive à la table, j'ai regardé si la personne elle est droitière ou gauchère. Comment je fais pour le savoir? Ça arrive très souvent, celui que quand je fasse de la magie par exemple, au restaurant, je le fasse pendant le dessert. Ah oui, parce que c'est pas très drôle de faire de la magie pendant que les gens sont au repas. Sinon le repas, il va être froid. Donc quand ils sont au dessert, je vais regarder par exemple si la personne a mis sa cuillère. Si par exemple la cuillère est du côté droit, il y a de grandes chances qu'elle soit droitière. Si la cuillère elle est à gauche, il y a de grandes chances qu'elle soit gauchère. Et ce sera un élément intéressant à savoir pour le reste du déroulement de la routine.
Donc, vous lui demandez de prendre la petite boulette, de mettre ses mains comme ça, et elle va mettre ses mains comme ça. Et là, vous remarquez, il y a déjà un mouvement intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis ma main droite à quelques centimètres, elle est venue un petit peu plus en avant que celle-ci. Pourquoi? Parce que de manière inconsciente, vous apercevrez très souvent, on arrive rarement les deux mains comme ça en même temps. C'est plutôt rare. Et que si on met la main, par exemple la main droite, ou la main gauche, c'est pareil, hein, mais si vous avez une des mains qui est plus mise en avant, c'est qu'il y a grande chance que vous avez la boulette dans celle-ci. Parce que de manière inconsciente, on a toujours plus peur qu'au magicien, on monte la main vide. C'est plus inconsciemment, on a toujours plus peur que la main, on voit qu'elle est vide, que voir une main pleine. Donc, par défaut, on a tendance à mettre la première main avec la boulette et la main vide en deuxième. C'est psychologique. Et comme si par exemple la personne elle est droitière, alors elle a tendance à mettre plus la boulette dans sa main droite, et si elle est gauchère, à mettre la boulette dans sa main gauche. Donc là, vous avez deux éléments. Observez bien le mouvement de ses mains, si effectivement vous voyez une différence. Si vous n'en voyez pas, testez effectivement si elle est droitière ou elle est gauchère. Et je vous donne un deuxième élément, si vraiment vous ne le voyez pas, vous ne savez pas si elle est droitière, si vous avez un doute, et si vous savez qu'elle a une sensibilité à l'hypnose, vous lui proposez, tiens, tu vas imaginer, par exemple que dans cette main-là, par exemple, si tu l'as dans ta main droite, que ta main elle va devenir très lourde, tu vas sentir un poids dans ta main. Si par contre la boulette est dans ta main gauche, tu vas imaginer que ta main elle est très légère. Et vous allez voir effectivement une différence. Si la personne a une sensibilité à l'hypnose, si sa main elle est lourde, elle va avoir tendance à essayer de la compenser. Sentir parce qu'elle compense. Si elle sent sa main légère, en général, ça se voit un peu moins. C'est moins probant parce que c'est plus difficile à imaginer quelque chose de léger que quelque chose de lourd. Vous pourrez essayer d'analyser ça et ça pourra vous servir pour déterminer où se trouve la boulette par exemple. Donc là vous avez différents éléments. Donc admettons que vous avez pu voir qu'elle était droitière et que vous avez pu deviner que effectivement sa boulette était dans la main droite. Vous le faites une deuxième fois. Vous lui demandez, vous réanalysez à nouveau. Il y a de grandes chances, et ça c'est plus des statistiques, il y a de grandes chances qu'en général, la deuxième fois, elle se dit, je l'ai eu une première fois, elle est pour le feinter, je vais lui faire croire que je l'ai mis dans la main gauche, mais je vais la laisser dans la main droite. Ça arrive très souvent. C'est des statistiques, on pense plus ou moins tous de manière différente, mais en général, pour ce genre de choses, on fonctionne plus ou moins tous de la même façon. C'est de la logique. Si je l'ai mis une première fois, pour le feinter, je vais essayer d'être un peu plus feinté. Je vais faire croire que je vais la mettre toujours dans la main différente, sauf que par défaut, je vais la remettre dans la même main. Ça arrive très souvent. Mais pareil, n'hésitez pas quand même à analyser, parce que ça peut arriver effectivement que les personnes changent quand même. C'est pas une science exacte, c'est des stats. Mais en général, si vous avez pu voir le même mouvement, vous doutez à nouveau qu'elle l'a mis par exemple dans la main droite, franchement allez-y, il y a de peu de chances que vous vous plantez. Vous le refaites une troisième fois, et là en général, si par exemple la personne l'a mis 2 fois dans sa main droite, là vous êtes quasiment sûr qu'elle va le mettre dans la main gauche, parce qu'elle s'est fait avoir 2 fois dans la main droite. Elle dit à un moment donné, c'est pas possible, il faut que je change. C'est inconscient, c'est purement inconscient, on ne peut pas le contrôler, ça arrive très souvent. Ça arrive que parfois les personnes la mettent 3 fois dans la main droite ou 3 fois dans la main gauche, mais sincèrement, ça fait des années que je le fais, c'est plutôt rare. Et en général, quand ils le font une troisième fois, on arrive à le voir. On peut le voir avec les différentes techniques que je vous ai données tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas d'autre secret que ça. Ça ne sont que des techniques d'hypnose, d'analyse de micro-expression et des statistiques. Voilà, il n'y a que ça. Et il va me dire, c'est peu en fait comme élément. Voilà, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. En fait, comme je vous dis, il n'y a que le travail derrière qui vous permettront de réussir. Analysez la personne, posez-lui des questions, testez-la. Et voilà, il n'y a que votre expérience qui vous permettra de réussir. Et d'arriver, je vous dis, à 97-98% de taux de réussite. Et franchement, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, comment je fais pour deviner un chiffre? Voilà, je vais demander à quelqu'un, par exemple, de penser à un chiffre. Et ça m'a sauvé plus d'une fois, parce que je vous raconte une petite anecdote.
J'avais arrivé à une table et la personne, j'avais demandé de noter son numéro de téléphone sur un carnet. La personne a dit, ouais, votre carnet, il est truqué. Je dis, c'est pas grave, pense à ton numéro en entier et puis on va aller le chercher. Il n'y a que toi qui connais ton numéro, tu l'as noté nulle part. Et ben voilà, j'ai pu lui trouver 6 numéros, sachant qu'un numéro est composé quand même de 10 chiffres. Et je pense que le taux de réussite il était plutôt pas mal. Alors comment je fais pour fonctionner? Ben, en fait, je vais lui énoncer les numéros. Je dis voilà, tu penses à un numéro entre 0 et 10. Déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui vont penser au chiffre 7. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, il est dans notre culture. On a dans notre semaine, on a 7 jours. Les 7 merveilles du monde. Blanche-Neige et les 7 nains. Les 7 péchés capitaux. Les 7 merveilles du monde. Le 7e ciel, etc., etc. C'est un nombre qui est quand même dans notre culture qui est, qui est présent partout, partout, partout. Pareil, on aura tendance très rarement à choisir le 0 et très rarement à choisir le 10. Il faut savoir que de manière inconsciente, on n'aime pas les extrêmes. Et ça, en marketing, par exemple, ne serait-ce que dans les vêtements, on le sait. Par exemple, c'est pour ça qu'on voit très peu, on voit du S, on voit rarement les tailles en dessous. Et pareil sur les tailles extrêmes, les gens vont toujours, par exemple ceux qui sont très maigres vont toujours mettre une taille au-dessus, et les gens qui sont costauds vont vouloir tendance à mettre une taille en dessous, parce qu'on n'aime pas les extrêmes. Donc en général, c'est très rare. Je crois que ça m'est jamais arrivé qu'on choisisse le 0. Et ça m'est jamais arrivé qu'on choisisse le 10. Vous pouvez quasiment les éliminer. Ensuite, pour essayer de le deviner, vous allez vous servir des micro-expressions, il n'y a que ça. Donc là, je vous invite à faire une formation à ce niveau-là, si vous le testez, mais voilà, je vous donne quand même quelques petites astuces. Vous avez en général deux types de personnes. Vous avez donc des personnes hypersensibles au niveau de son expression. Vous avez pu la tester auparavant, vous voyez qu'il y a une certaine sensibilité. Et dans ce cas-là, vous allez lui demander, quand vous énoncez les numéros, d'imaginer de manière inconsciente qu'elle est en train de dire stop dans sa tête. Il faut savoir qu'on le sait ça en neurosciences aujourd'hui. Le fait d'imaginer ou de le faire vraiment, pour le cerveau, c'est la même chose. Donc si elle imagine vraiment qu'elle dit stop dans son esprit, son corps va réagir comme si elle était en train de dire stop. Et si elle a une hypersensibilité au niveau de ses micro-expressions, je serais capable de le voir. Elle va par exemple faire un petit signe de la tête ou un petit clignement des yeux. Parce qu'elle a une hypersensibilité, elle va avoir un taux de réaction qui sera différent à ce moment-là. Elle va faire stop et elle va baisser la tête ou fermer les yeux. Ça arrive très souvent. Si par contre, elle est dans le schéma différent, c'est-à-dire qu'elle est plutôt quelqu'un qui ne va pas se montrer, qui va dire voilà, je vais être hyper neutre et voilà, qui va vite cacher ses émotions. Bah, vous allez voir que par exemple dans son émotion, elle va faire le contraire. C'est-à-dire que quand je vais énoncer les numéros, elle va sourire, etc. Et elle va essayer de cacher son émotion au moment où je vais tomber sur son numéro. Et à ce moment-là, si vous avez pu le détecter, c'est à ce moment-là où il y aura le moins d'expression possible. Ça arrive souvent. Par exemple, que la personne, quand par exemple, on va dire qu'elle choisit par exemple, allez, je sais pas, le 4. Donc j'arrive 0, 1, 2, 3. Donc elle va commencer à sourire un petit peu. Dès que j'arrive sur le 4, elle ne réagit pas. Et quand je commence à faire les autres numéros derrière, elle va voir comme un relâchement. Elle va pouvoir se détendre, elle va peut-être regarder ailleurs, etc. Parce qu'elle s'est sentie soulagée. N'hésitez pas à regarder à ce niveau-là. Je vous dis, soit effectivement la personne aura une expression très flagrante, par exemple un petit signe de la tête, ça arrive très souvent. Alors c'est très léger, hein. C'est pas un signe de la tête, ouais, c'est très léger, hein. C'est vraiment un petit abaissement du visage ou des paupières. Mais voilà, c'est une micro-expression, c'est entre 1/5, 1/25 de seconde, donc voilà, ça se voit à peine. Ou c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va réagir un petit peu au début, elle va sourire un petit peu de plus en plus, tac, on tombe sur son numéro, elle ne réagit pas du tout, et dès qu'on énonce les autres numéros à la fin, on sent un relâchement derrière. Ça pareil, il n'y a que votre expérience qui vous permettront de le détecter. Voilà, ça n'est que le travail. Pas d'hypnose derrière, pas de PNL. Souvent on dit, ouais, les magiciens nous vendent les mérites de la PNL. Oui, je vais peut-être me servir certaines techniques de PNL, par exemple si elle est visuelle, kinesthésique, pour lui donner des images pour que ça lui parle plus et que derrière je puisse analyser ses micro-expressions, qu'elles soient plus parlantes. Voilà, il y aura cette notion au niveau de la PNL. Mais là, je vais vraiment me servir des micro-expressions pures pour essayer de visualiser ce qu'elle est en train de penser. Je vous dis, si elle est en train d'imaginer stop dans sa tête, ça on le sait aujourd'hui en neurosciences, imaginer et le vivre vraiment, c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas de secret. Bah, en tout cas, vous connaissez mon secret, là je peux pas faire mieux, je n'utilise pas d'autres techniques que celle-là. Et la seule
plus grande technique à retenir, c'est tester, testez-le, travaillez au quotidien. Même si vous vous trompez, ça n'est pas grave. On ne vous en voudra jamais de tester des nouveaux tours, de nouvelles idées. Et si ça fonctionne, je peux vous dire, je peux vous assurer que la différence, elle n'est pas la même. Quand vous faites du pur mentalisme, je peux vous dire que quand la nana, elle avait eu son carnet, elle dit ouais, ton carnet il est truqué. Par contre, quand j'ai pu lui énoncer son numéro, au fur et à mesure, son numéro de téléphone, qu'il n'y avait que elle qui le connaissait, là, elle me regarde et me dit ah, mais c'est pas truqué en fait. Mais comment il a fait pour deviner mon numéro? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et là, voilà, pour elle, j'avais fait un miracle. C'était un miracle de pouvoir deviner son numéro. Il n'y avait que elle qui le connaissait. Elle l'avait noté nulle part. Et au départ, je passais pour un magicien lambda. Et après, je suis passé pour un magicien sympa, qui était vraiment là pour les amuser, qui était capable de faire des choses extraordinaires avec eux. Mais extraordinaire dans le sens où en fait, elle était participative du numéro. Parce que j'avais créé une émotion avec elle et que j'allais lui deviner son numéro, il y avait vraiment une émotion, un échange entre nous et que ça a pu fonctionner. Donc non, je ne passe pas pour un dieu vivant en faisant du mentalisme, mais par contre je vais impliquer encore plus mon spectateur parce que je vais faire des techniques de psychologie, d'hypnose, etc. Donc il y a vraiment une implication au niveau de mon spectateur et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, la vidéo a duré assez longtemps. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous convaincre à ce niveau-là. Sincèrement, testez-le. Et je vous dis à très bientôt. Salut les mentalos. Allez, bye bye.